Bonsoir à toutes et à tous. Dans ce dernier numéro des Chroniques des Barbaries pour cette saison, je dirais, hein, on va reprendre à la rentrée, mais un peu de repos bien mérité ne feront pas de mal. Donc, aujourd'hui, Chronique des Barbaries, dernière séance de cette saison 2019-2020, si on peut l'appeler ainsi. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Donc, de nouveau, donc un bilan, un point de situation où nous en sommes au niveau du Covid-19. On parlera également de l'explosion à Beyrouth, qui est quand même, même si ce n'est pas en France, c'est quand même un sujet tout à fait important, et on va voir quelques enseignements que l'on peut tirer de ce drame. Ensuite, nous allons évoquer la question du néofascisme, de nouveau, hein, avec une ébauche d'analyse. Hein. Ça sera quelque chose qui va revenir, qu'il faut que j'étudie plus en détail, mais bon, on va continuer l'analyse par rapport déjà à ce qu'on discutait la semaine dernière, parce que c'est quand même assez important, puisqu'on risque d'avoir, et on a déjà eu des problèmes à cause de ce néofascisme, hein, on l'a bien vu avec toutes les perturbations qui ont eu lieu au niveau des gilets jaunes et tout ça. Hein. Et donc, voilà, il faut vraiment l'analyser et le prendre en compte, ça sera important. Bon. On va y revenir. Donc là, on est sur une ébauche d'analyse de ce phénomène. Après cela, quelques conseils de lecture estivale. On va faire une petite pause, ça va vous permettre de lire quelque chose, quelques petites choses, si vous en avez le temps. Et puis on finira, comme à l'accoutumée, par un hommage à quelques victimes, à une victime, aujourd'hui seulement des barbares. Enfin, seulement, tant mieux. Une victime des barbaries. Alors, avant cela, nous allons commencer par méditer sur bonsoir, donc rebonsoir, donc sur une maxime de Gaston Courtois. Alors, que nous dit-il aujourd'hui? Il y a une erreur grave dans cette conception. Pardon. Il y a une erreur grave dans cette conception du progrès qui n'aurait pour but que d'apporter de plus en plus à l'homme les moyens de faire de moins en moins d'efforts. Alors que le progrès n'est légitime que s'il devient un moyen de servir plus et mieux. C'est intéressant cette citation, car elle remet le travail de l'homme et les efforts de l'homme qui sont indispensables, sinon on n'arrive à rien et on est dans l'oisiveté qui est, comme on le sait, mère de tous les vices. Mais aussi servir plus et mieux, ça veut dire également, c'est aussi passer du quantitatif au qualitatif. Hein. On a déjà évoqué ça par rapport au matérialisme historique. Alors, point de situation sur le Covid-19, donc toujours la même source, Johns Hopkins Institute, University. Donc point fait ce matin à 10h30. Donc le nombre de cas global, un peu plus de 19 millions au niveau mondial, avec toujours les trois mêmes pays en tête. Hein. Donc là, les États-Unis avec 160 104 morts. Donc une progression de près de 10 000 personnes en une semaine. Le Brésil arrive en deuxième à ce triste hit parade avec 98 493 morts, donc près de 10 000, enfin 8 000, un peu plus de 8 000 personnes décédées.
en une semaine. Et l'Inde, qui arrive en troisième avec 41 585 morts. Bon, voilà la situation. La situation qui, comme on le voit, le nombre la pandémie en tant que telle, elle continue de croître et elle ne ralentit pas en termes de diffusion. Hein. Donc on est toujours dans la même phase. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais pour l'instant, on ne voit aucun signe que cette diffusion se ralentirait ou amorcerait la moindre ralentissement. Donc le nombre de morts total sur Terre depuis le début de cette pandémie s'élève à 715 163. Donc voilà, il commence à être quand même conséquent. Pour un nombre de personnes guéries de 11,5 millions. Donc ce qui nous donne un ratio de 5,8%. Voilà, on voit que ça décroît, hein, comme j'ai expliqué déjà par le passé, c'est un nombre qui est un majorant. Donc on est au-dessus de ça et on est le plancher, ça doit être à peu près 1%. Au moins à ce stade, c'est à ce niveau-là qu'on peut l'estimer à 1%. Donc on est entre ces deux chiffres. Hein, voilà. Mais on va voir qu'il y a peut-être quelques motifs d'optimisme malgré tout. Alors, on va regarder quelque chose d'un peu, justement, de quelques motifs d'optimisme. On va regarder le cas de la Suède. Bon, le cas de la Suède, on le sait, hein, c'est un pays qui a choisi de ne pas confiner et qui a misé plus ou moins sur l'immunité collective, mais quand même, et on le voit nettement dans cette courbe, hein, puisqu'ici on voit bien qu'il y a une inflexion quand même. Alors la courbe en orange, c'est la courbe des cas, donc des gens qui sont contaminés, et la courbe blanche, c'est celle des gens qui sont décédés. Et donc la Suède a eu énormément de décès, de morts au début. Hein. On voit que la courbe est suit quasiment parallèlement la courbe des contaminations. Et donc avec beaucoup de morts, puisque pour un pays de 10 millions d'habitants, il y a 5 766 morts à ce jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc c'est un pays qui a eu beaucoup de morts, et qui est quand même connecté à la mondialisation, parce qu'on a bien vu dans l'émission où on parlait justement de que révèle la pandémie de coronavirus. On voit bien que la Suède est un peu en périphérie malgré tout de la mondialisation, même si elle est impliquée dedans. On n'est pas sur les pays principaux, capitalistes principaux, hein, qui sont vraiment très connectés. Et donc du coup, ce qui fait qu'on a un effet légèrement en retard aussi d'ailleurs, hein, si on pourra le voir avec la France. Et donc avec la France, on a un écart important, puisque là, on avait fait une comparaison avec la Norvège, on voyait que c'est des pays tout à fait comparables, et que la Norvège, il n'y a eu que 250 morts, je crois, hein, c'est l'ordre de grandeur. Vous voyez qu'on est quand même tout à fait, pour une population qui est simplement le double, si vous voulez. Hein. Donc on est à 10 fois plus, une incidence 10 fois plus forte entre la Suède et la Norvège, qui sont deux pays voisins. Et la Norvège ayant confiné et pris des mesures importantes. Donc, mais on voit que le nombre de morts, en fait, il a l'air de se stabiliser, puisque en fait, les gestes barrières et au-delà, on va voir ça, s'améliorent. Le Bélarus non plus n'a pas confiné, hein, c'est la Biélorussie, on dirait en français. Mais là, on est moins connecté avec la mondialisation, et on voit effectivement, bon, avec un léger effet retard, comme toujours, entre la courbe des décès et la courbe des contaminations, voilà, on arrive à une courbe similaire à celle de la Suède, à une forme générale, donc sans contamination, sachant que le Bélarus, il n'y a que 580 morts, hein, donc quand même 10 fois moins qu'en Suède, pour une population, je crois, qui est équivalente, de mémoire. Mais la Biélorussie a un des systèmes de santé les plus importants en Europe, puisque c'est le pays qui dispose du plus de lits d'hôpital par habitant. Hein, c'est un héritage de l'Union soviétique.
Alors, la France dans tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on voit sur la France? Eh bien, on voit deux choses intéressantes. Donc, on voit bien l'effet de la pandémie au départ, avec une pente bien plus raide, justement. Hein. C'est là qu'on voit l'implication dans la mondialisation, quand même. On voit une pente bien plus raide au départ de la France. Et puis, là, le confinement qui a porté ses fruits, quand même. Avec là une légère tendance à la remontée en termes de contamination. Par contre, en termes de décès, on voit que la courbe s'aplanit quand même de façon considérable depuis le confinement, en définitive. Si on regarde l'Espagne, qui est assez comparable en nombre de décès, là on voit que là on a le déconfinement, on voit que ça se déconfine hein, malgré tout, hein, malgré les mesures. Bon, le nombre de cas réaugmente. Par contre, bon, alors il y a peut-être un effet retard aussi, hein, donc il faut être prudent là-dessus. Mais on voit que la courbe est extrêmement plane, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de décès. Quoi. Bon. Donc si on reprend quand même la mortalité globale au final, à ce stade, entre la Suède qui n'a pas confiné et la France qui a confiné, et qui était parmi les pays les plus touchés, donc, alors que la Suède a été un pays moins touché quand même hein, par la diffusion de la pandémie, eh bien, on voit quand même qu'il y a quand même, par million d'habitants, il y a eu 576 morts par million d'habitants en Suède, il n'y en a eu que, si on peut dire, 452 par million d'habitants en France. Donc on peut dire quand même que ça a malgré tout porté ses fruits et ça a quand même cassé une dynamique qui aurait pu être assez terrible. Ça c'est une première chose. Et le deuxième constat, c'est que, comme je le disais, c'est que la mortalité a tendance à s'aplanir. Hein, et donc, c'est quand même le signe également, parce que c'est d'une meilleure prise en charge des patients. Et donc, on parlait du remdesivir, je crois, et de quelques autres. Donc, plus globalement, on a peut-être des traitements qu'on commence à identifier qui fonctionnent. Puis une prise en charge, on a un retour d'expérience sur dire il faut peut-être faire ci ou il faut peut-être faire ça. Enfin, voilà, sur la prise en charge globale de la maladie qui fait que, et puis le système de santé qui sont, grâce justement à ce plateau un petit peu, ou cette croissance plus faible du nombre de cas, eh bien, la fin de l'engorgement des urgences et des lits de réanimation. Donc globalement, hein, ça fait qu'il y a une meilleure prise en charge et que, en définitive, je ne veux pas dire qu'on ne meurt plus du Covid-19, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas, on a parfaitement maîtrisé la situation. Hein. On peut dire que la situation est sous contrôle, au moins en France et en Espagne, mais en Suède aussi, finalement, avec une mortalité initiale qui a été forte, mais au final, bon, on dirait malgré tout, hein, on n'a pas de plateau, hein, quand même, ce qu'on voit là, quand même la différence, c'est qu'il n'y a pas de plateau encore en Suède, hein, quand même une différence notable. Mais on sent bien qu'on pourrait y aller prochainement. Voilà. Par ailleurs, on a aussi un discours, ça c'est ce qu'on constate, je dirais, de façon entre guillemets mathématique, hein, si on analyse un peu les courbes. On a aussi un discours rassurant de certains médecins, hein, donc notamment de Johan Freuden, bon, je ne sais pas si je prononce bien, donc qui est médecin urgentiste à la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui nous dit, donc il dit oui, il y a des raisons d'être optimiste. Hein, voilà, donc il le dit depuis un moment. Il dit que la chloroquine ne marche pas, qu'il y a une lente remontée des réanimations en Catalogne, mais bon, comme il dit, ça a l'air de se stabiliser, hein, c'est ce qu'on constate. Donc, et si je me suis trompé, je le dirai sans problème. Bon, ça c'est plus personnel pour lui. Donc voilà, bon, vous pouvez les consulter sur Twitter. On a eu quelques échanges intéressants avec des personnes, justement, vous pourrez aller jeter un œil sur son blog. Et on va parler tout à l'heure du néofascisme, mais bon, on va en avoir une illustration. Si vous voulez en avoir une illustration de ce néofascisme, eh bien, je vous invite à aller voir la discussion qu'il y a eu sur son blog entre moi-même et d'autres personnes, et justement des personnes qui sont, je dirais, de ce courant de pensée. Et on va y revenir tout à l'heure, mais allez jeter un œil, c'est assez éclairant, je crois. Alors,
Deuxième thème, l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth. Donc comme je dis, bon, c'est pas en France, mais on va voir qu'on a peut-être des leçons à tirer et puis à s'inspirer de ce drame, de cette catastrophe qui touche le peuple libanais qu'on n'avait vraiment pas besoin, puisqu'ils étaient déjà dans une situation économique et politique complètement délétère. Donc vraiment, c'est un pays qui est vraiment... et qui est en plus soumis à l'embargo américain, parce que ils sont proches de la Syrie et ils commercent forcément avec la Syrie et avec l'Iran, qui sont des pays voisins. Hein. Ils sont en guerre plus ou moins larvée depuis des années avec Israël, qui est leur troisième voisin. Puis au nord, voilà, c'est la Syrie. Donc voilà, la situation de ce pauvre pays et de ses pauvres habitants, de ce pauvre peuple, qui montre bien, ce qui est aussi une illustration du communautarisme, en définitive, d'un pays où il y a un communautarisme qui s'est installé avec différentes communautés religieuses qui, chacun, ont des bouts de pouvoir et tout ça, mais tout ça ne fait pas une politique. Malheureusement, on le constate au Liban. Donc pour revenir plus précisément sur l'explosion, on voit ici le premier incendie, dont l'origine est inconnue à ce stade, hein, donc qui a pris dans un hangar sur le port de Beyrouth, dont on voit ici la fumée de cet incendie. C'est un incendie qui a été, donc là toujours pareil, en haut des diapositives, il y a le lien internet que vous pourrez aller consulter pour voir les choses. Donc là on voit des personnes qui ont filmé, qui sont certainement décédées, les pauvres. Je ne sais pas comment ont été récupérées ces images, hein. Vous pouvez les voir sur Twitter justement, c'est la personne là-haut qui a filmé. Les personnes que vous allez voir là sont sans doute décédés, puisqu'ils étaient, c'est les pompiers, quoi, hein, enfin, ou les secouristes, je ne sais pas, qui constataient le premier incendie dans ce hangar. Donc, hein, et dont l'origine, bon, pour l'instant, est inconnue. Et on entend des explosions, enfin, des détonations assez, bon, pas très importantes, mais on entend bien des détonations dans ce premier hangar, donc on ne sait pas ce qu'il y avait. Et après la déflagration, l'explosion terrible, enfin là, vous voyez l'échelle de l'explosion, de 2750 tonnes donc, de nitrate d'ammonium. 2750 tonnes, c'est terrible, quoi. Enfin, alors, là, j'ai pas fait la comparaison avec le TNT, mais ça serait intéressant de la faire, effectivement. Pour vous donner une ordre d'idée, l'usine AZF, c'est également du nitrate d'ammonium qui a explosé le 21 septembre 2001. 21 septembre 2001. 11 septembre, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Là, mais sauf qu'à l'usine AZF, il y avait entre 3 et 400 tonnes de nitrate d'ammonium. Là, il y en avait 2750. Vous vous rendez compte, on est à peu près 10 fois plus, quoi. Donc, pour les gens, les Toulousains qui ont vécu la catastrophe d'AZF, voilà c'est à peu près d'une envergure 10 fois plus importante, hein, à peu près, ce qui s'est passé à Beyrouth. C'est terrifiant. Enfin, quand on voit les dégâts qu'il y avait eu à Toulouse déjà, hein, et les traumatismes dans la population, on imagine le traumatisme qu'il y a dans la population du Liban. Alors, justement, revenons sur ce nitrate d'ammonium, parce que c'est quand même assez intéressant. Donc là, j'ai mis en lien en haut la liste des accidents industriels impliquant du nitrate d'ammonium. Il y en a beaucoup, hein, dans l'histoire, il y en a un paquet. Hein. Donc allez jeter un œil sur Wikipédia. Mais dans ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, le nitrate d'ammonium qui est utilisé pour faire des engrais, hein, c'est un explosif stable qui détonne lorsqu'il est amorcé par un détonateur ou après un incendie avec confinement, lorsqu'il y a ajout de combustible. Car le nitrate est spontanément un comburant. Donc vous savez que pour faire un incendie de base, hein, mais pour faire une détonation, pour faire une explosion, c'est un peu la même chose, même si je ne suis pas un spécialiste, mais il faut trois choses. Il faut un combustible, un comburant
et une source d'énergie. D'accord? Donc naturellement, le nitrate d'ammonium, il n'est pas détonnant, c'est juste un comburant. C'est comme l'oxygène, si vous voulez, de l'air, les incendies qui se déclenchent, le comburant, c'est l'oxygène. Le combustible, bah, ça va, par exemple, pour des feux de forêt, ça va être les arbres. Puis la source d'énergie, bah, ça peut être un incendie criminel, quelqu'un qui jette un mégot de cigarette, ou un accident, ou je ne sais quoi. Voilà, il faut ces trois choses. Donc là, il faut aussi les trois choses. On a vu qu'on avait un premier incident, un premier incendie avec des explosions hein, dans le hangar d'à côté. Là. Et puis, bah, effectivement, bon, s'il y a eu peut-être... après, voilà, on ne connaît pas les... Alors, pendant qu'on parle du nitrate d'ammonium et qu'on a un peu parlé d'AZF, justement, où en est-on de l'enquête d'AZF? Ça fait quand même maintenant 20 ans que cette catastrophe a eu lieu en France, toujours sur le nitrate d'ammonium. Donc là, j'ai de nouveau mis en lien l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, là, sur Wikipédia. Là, vraiment, je vous engage vraiment à aller voir, parce que vous allez être surpris. Janvier 2017, la Cour d'appel, donc 17 ans, enfin 16 ans plus tard, dit bah, il y a deux hypothèses, soit l'attentat ou un incident technique. Donc en clair, on ne sait toujours pas. Quoi. Mais pour vous faire une idée, hein, quand même, il faut que ça se fait pas tout seul. Quand même, on voit bien que ça ne peut pas se faire tout seul. Là, on voit bien qu'à côté, il y avait un hangar qui était déjà en incendie avec des explosions à l'intérieur. Bon, la source, on la voit bien. Pour lapsus révélateur peut-être. Pour AZF, je vous engage vraiment à aller voir la page Wikipédia et notamment le paragraphe sur l'hypothèse d'un attentat. On apprend quand même des choses particulièrement intéressantes sur cette page. Donc vraiment, allez-y voir. C'est très significatif, à mon avis, de qui sont nos gouvernants et comment ils nous traitent. J'en dis pas plus, vous ferez votre opinion vous-même. Alors, pour l'explosion de Beyrouth, l'origine, bah, à ce stade, elle est inconnue, hein, mais je dirais que pour les conclusions que je vais tirer, c'est pas forcément très... Enfin, c'est pas le plus important. On verra après. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce dépôt, cette cargaison, elle a été confisquée par décision de justice libanaise, donc, en 2013-2014, l'articulation 2013-2014, puis elle a été stockée dans un entrepôt du port, parce que le bateau qui portait cette cargaison était considéré comme une bombe sur mer, quoi. Et donc, la cargaison a été confisquée, et le bateau, donc déchargé dans un entrepôt du port, et puis voilà. Donc depuis 6 ans, quand même. Hein. Et Badri Daher, donc pareil, j'ai mis le lien en haut, de la Direction Générale des Douanes libaniennes, a dit que les douanes avaient envoyé par 6 fois des documents à la justice pour avertir justement du danger. On ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant de ce danger depuis 6 ans, quand même. Hein. Ça révèle au moins deux choses, deux défaillances, à ce stade, au moins deux défaillances de l'État libanais, qui ont conduit à cette barbarie, parce que quand on a tué tout un tas de gens, traumatisé tout un tas de gens comme ça, et détruit l'outil de travail, les habitations de plein de personnes ainsi, et leurs sources d'alimentation, parce que le silo qui a été détruit, là, il a protégé des habitations, ceux qui étaient derrière, mais il a été détruit, et le blé et tous les céréales qui étaient à l'intérieur, bah, ils sont devenus impropres à la consommation. C'est-à-dire que là, le Liban, ben, il y a un risque de famine à relativement court terme. Voilà la réalité de cette incurie. Alors, au moins deux défaillances de l'État libanais peuvent être pointées quand même. Premièrement, la justice, qui prend des décisions sans mesurer les conséquences que ça peut avoir pour la société. Qu'est-ce qu'on peut... On dit, ah ben on préfère mettre le bateau et décharger dans le port de Beyrouth, puis après laisser dormir ça et s'en laver les mains pendant 6 ans. C'est-à-dire qu'on prend des décisions de justice, mais on ne se préoccupe pas des conséquences pour la société de ces décisions. Ça ne vous rappelle pas que la justice soit ainsi
complètement en dehors du monde, quelque part. Hein. Ils sont dans leur monde, ces gens-là. C'est hallucinant. Vous vous rendez compte les conséquences de cette décision, hein? C'est incroyable. Surtout que le bateau, c'était sous pavillon moldave, je crois. Enfin bon. Puis après, on laisse dormir le truc. Enfin, c'est hallucinant. Mais ce sont des gens complètement irresponsables. Les gens qui ont pris ces décisions, qui ne se sont pas assurés après qu'on pouvait faire, etc., etc. Ça vous rappelle rien? Je ne suis pas sûr qu'en France, on soit exempt de ce genre d'irresponsabilité des juges, justement, qui n'ont de compte à rendre à personne. Ces gens qui n'ont de compte à rendre à personne, c'est un déni de démocratie. En France, hein, là je parle pour la France, mais... et du coup, voilà, c'est l'irresponsabilité, quoi. Hein. Comme, on a plein d'affaires judiciaires en France qui pourraient relever de la même incurie, quoi. Il est inacceptable que la justice soit ainsi complètement en dehors. Et c'est des gens qui sont dans leur petit monde et qui s'auto-administrent. Et ça, c'est pas possible, quoi. Le premier rôle de la justice, c'est quand même justement de faire que la société, de rendre des décisions qui font que la société continue de vivre bien ensemble. Ouais, dans un domaine assez différent, mais quand on dit par exemple le droit de l'enfant en France, je fais une digression, hein, mais là, le droit de l'enfant, bien sûr, il y a un droit de l'enfant, il y a un droit des parents, il y a un droit des grands-parents, etc. Mais la justice doit viser le bien de la société. C'est le bien de la société au global que doit viser la justice. C'est ça qu'il faut qu'il juge. C'est pas simplement le bien de l'un au détriment du bien de l'autre. Non, c'est de la société dans son ensemble que c'est un fondement très important de la justice. Ça. Les décisions doivent être rendues dans ce domaine. Et là, à Beyrouth, c'est très clairement pas du tout dans cette optique-là que ça a été fait, hein, la preuve. Et quelle preuve dramatique. Alors, le gouvernement, donc un gouvernement largement fantôme, quoi. Donc je parlais, hein, on est dans un aboutissement du communautarisme, hein, complètement, hein, et avec des communautés, donc chacun se prend un petit bout de pouvoir, mais du coup plus personne ne gouverne à la fin, quoi. Donc voilà à quoi ça aboutit. Voilà, bravo la société multiculturelle. Voilà. Allons-y, continuons les gens bien pensants, etc. Enfin, bien pensants. On va voir qu'ils sont peut-être pas si bien pensants que ça, justement, au final. Enfin, je dis qu'il y a certainement des gens qui sont abusés, mais... Alors, en quoi ça peut nous intéresser aussi, nous, la France, et c'est pour ça que j'en parle aussi, hein, c'est que s'il y a un écroulement de l'État, comme c'était le cas au Liban, puisque au fond, le Liban, il y a des dirigeants, mais qui dirigent plus grand-chose et qui n'administrent pas grand-chose, c'est ce qui nous pend au nez en France s'il y a un écroulement de l'État tel que je l'ai décrit à la suite du 5e choc. Hein. Donc, pensons à ça, le fait de se dire, si on continue dans cette voie du communautarisme déjà, voilà ce à quoi ça peut aboutir. Attention, s'il y a écroulement de l'État, on bascule plus profondément dans la barbarie. Voilà. Sur la justice, j'en ai déjà parlé. Alors, on en vient au deuxième thème. Donc, ébauche d'une analyse de ce qu'est le néofascisme. Qui sont les néofascistes. Ça, c'est vraiment très important. Donc, je vous renvoie déjà en premier lieu à ce qu'on a vu la semaine dernière, sur ce qui risque d'advenir à moyen terme, et justement sur les appuis suite au 5e choc que le libéralisme, les capitalistes, les gens qui sont derrière Macron pourraient choisir comme option lorsque ils se retrouvent dans une situation de blocage absolu, blocage politique et blocage économique d'autre part. Quand ils sont dans une situation de blocage, ils font appel au fascisme. Hein. Et en l'occurrence là, aux néofascistes. Puisque, qui sont-ils ces néofascistes? Donc,
voilà, c'est un peu en référence ce qui risque d'advenir à moyen terme, donc pour vous donner déjà un fond. Ici, on va ébaucher une analyse, mais c'est vraiment qu'une ébauche. Cette analyse méritera d'être approfondie à l'avenir, elle le sera à l'avenir. Ça sera absolument indispensable parce que je crains que c'est à quoi nous allons avoir faire face prochainement. Alors, qui sont-ils? Bien, aujourd'hui, ces néofascistes ne sont pas les mêmes que ceux d'hier, évidemment. Et on le voit bien, c'est tout un courant gauchiste, le gauchisme, en fait, hein, ce qu'on appelle le gauchisme, avec une manifestation qui s'en trouve qu'à un bras armé, que je dirais, ça s'appelle les antifas, donc qui font plutôt le coup de poing. Hein. On est vraiment dans des milices, en l'occurrence. Hein. On a aussi ce que j'appelle l'extrême centre, hein, c'est-à-dire avec des verts radicaux, hein, qui sont au centre de l'échiquier politique, mais qui vont avoir des actions violentes et des actions radicales. Hein. Et puis, ce que j'appelle les démocratistes. Là, je vous renvoie pour ce terme sur ce que je disais la semaine dernière, sur ce qui risque d'advenir, sur ce que sont les démocratistes. Mais c'est des gens, en fait, qui veulent sortir de la démocratie, qui vont servir de béquille pour sortir de la démocratie. Ben, je vous renvoie à l'analyse de Achille Mbembe. Et également, notamment, ça se manifeste par l'instauration du tirage au sort pour la prise de décision, par exemple, qui n'est plus la démocratie, à mon sens. Donc, ces néofascistes, ces nouveaux fascistes, c'est la pointe avancée, en fait, c'est d'ores et déjà le cas, c'est la pointe avancée du néolibéralisme. Et en fait, ils jouent le libéralisme, donc là on est dans le libéralisme libertaire, donc on a changé, hein, c'était, hein, je vous renvoie à la semaine dernière, hein, pareil sur Michel Kouskar qui l'a très bien démontré. En fait, ce qu'ils vont essayer de faire là, et plus profondément, mais qu'ils ont déjà fait en mai 68 par la contre-révolution de mai 68, cette fois-ci, au lieu que dans les années 30 ils se sont appuyés sur l'extrême droite, cette fois-ci, ils s'appuient sur l'extrême gauche et ils vont s'appuyer sur l'extrême gauche et l'extrême centre pour essayer de s'en sortir et pour sortir de leur situation de blocage, tant politique qu'économique. Voilà ce qui nous pointe au bout du nez et c'est, je pense, la pointe avancée que l'on va rencontrer sur notre chemin, qu'on le rencontre déjà sur notre chemin, évidemment, mais qu'on va rencontrer de plus en plus sur notre chemin. Cette pointe avancée nous mène à la barbarie, notamment au communautarisme. Hein. On voit bien qu'ils défendent par exemple le communautarisme, et on voit ce que ça donne au Liban, le communautarisme. Hein. Le communautarisme, ça marche comme aux États-Unis, si vous avez une communauté qui écrase toutes les autres, c'est tout. Donc c'est plus du communautarisme. Ça. Bref. Alors, mais d'où ça vient tout ça ? En fait, ça vient, si on prend un peu de recul et qu'on essaye quand même malgré tout, malgré que ça soit une ébauche, de resituer la filiation de tout ça, c'est en fait de la filiation de tous les philosophes que j'appellerais 68ards, hein, tous ceux qui sont soit en amont ou en aval de mai 68 et qui ont développé cette idéologie libérale libertaire qui s'est mise en œuvre, qui s'est déployée au cours de ces 50 dernières années. Alors, qui sont-ils? Voilà, il y a Jean-Paul Sartre, Louis Althusser, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault, pour les principaux. Mais dans quelle filiation sont-ils? En fait, tous ces gens considèrent Heidegger comme une référence. Pour eux, c'était très important, Heidegger comme référence de tous leurs travaux, puisque, à sa suite, ils mettent en avant l'être. L'essence de l'être. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être l'homme, etc. Son être par-delà l'humain, je dirais quelque part. Quelle est l'expression de l'être? Quelle est l'essence de l'être? Plutôt, justement, que l'humain. Vous voyez, par exemple, vous avez l'expression « l'existence précède l'essence », donc on existe, puis après on a l'être, l'être est le néant de
de Jean-Paul Sartre, mais où tout va se recentrer sur l'être, sur l'individu en tant que tel, et l'individualisme actuel en est un résultat complet, si vous voulez. Or que l'humanisme au sens de Kant, c'est l'homme, mais dans la société. L'homme n'a de sens que dans la société. C'est un animal social, il n'a de sens que... Or que là, on recentre sur l'être, sur l'essence, sur qu'est-ce que ça veut dire que cette essence. Et donc, tout ça, ça fait référence à Heidegger, puisque c'est Heidegger qui a mis ça en exergue, c'était son point essentiel, je dirais. Mais qui était Heidegger? Eh bien, Heidegger, c'est juste le philosophe du parti nazi. Rien que ça. Il a été adhérent du parti nazi de 1933 à 1944. Voilà qui est ce sinistre personnage d'Heidegger que les autres prennent comme référence philosophique. Et les cahiers noirs d'Heidegger, écrits, c'est le nom est de lui, hein, les cahiers noirs d'Heidegger, qui ont commencé de paraître, et il y a eu des éditions en 2014, révèlent et mettent en avant le fait qu'en fait, cette idéologie, après il s'est un peu caché, etc., mais cette idéologie nazie, il l'a toujours mise dedans. Je parlerai d'un livre, pour l'instant je suis en train de lire, je vous parlerai d'un livre que je lis justement sur Heidegger. C'est effectivement très intéressant de voir la filiation de cette personne. Et tous ces gens-là, tous ces philosophes que l'on porte au nu en se disant ce sont des monuments, etc., on va retrouver justement la destruction de la science, du raisonnement, de l'humanisme, au cœur de cette... tout ça au profit de l'être, de l'humain, de l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire que l'essence? Alors pour Heidegger, c'est un sens très, très précis. Hein. L'essence, c'est l'allemand. Hein. Au-delà d'être un être, vous êtes un allemand. Voilà. Voilà la racine, voilà la source, le puits auquel tous ces gens vont tirer leur eau. Et dont toute la philosophie actuelle découle. Toute la philosophie libérale, libertaire, découle de ça. Tous je cite tout le temps, lui. Mais il est tellement emblématique, comme Bendit, etc. Voilà, ça découle de ces gens-là. Mais l'autre aussi, là, qui se fait passer pour un philosophe. Là. Enfin bref. Voilà. Voilà donc, si on remonte à la source, voilà la source de pensée. Moi-même, j'ai été surpris de ça. Je dois bien l'avouer. Alors, quels sont maintenant, on va reprendre le problème sous un autre angle, sur l'ébauche de l'analyse de ce néofascisme. Quelles sont les caractéristiques de ces néofascistes? On vient de voir que leur filiation, on vient de voir où ils étaient, où ils se positionnaient sur l'échiquier politique. Et qu'est-ce qu'ils sont comme caractéristiques? Bon là, ça va être quelques caractéristiques. Je pense que justement, c'est qu'une ébauche. On verra ça plus en détail. J'ai déjà vu quelques références très intéressantes là-dessus. Premier point, disqualifier l'interlocuteur. En le traitant justement de fasciste, ce qui est assez ironique quand même. C'est ce qu'on appelle le fameux point Godwin. En fait, c'est la loi de Godwin qu'a exprimé M. Godwin. Donc, vous avez la référence Wikipédia là. Donc, à partir du moment où vous dites « Ah ben c'est un Hitlérien, c'est un nazi, c'est un... » Fin de l'histoire, on ne discute plus avec cette personne. Donc, on disqualifie l'interlocuteur, on vous traite d'extrême droite, on vous traite de fasciste, de nazi, et c'est fini. On disqualifie, on vous a collé une étiquette, et c'est fini, on ne discute plus avec vous. C'est une des premières caractéristiques. La seconde, enfin la deuxième, c'est on vous empêche de parler, on vous interdit de parole. Soit on vous coupe la parole, il y a des débats télévisés, c'est ubuesque. C'est-à-dire que dès que quelqu'un veut parler, on coupe sans cesse la parole pour empêcher la personne de s'exprimer. Dès qu'il va dire quelque chose d'un peu intéressant, ça, quand vous voyez ça, ça doit vous alerter, vous devez vous dire, mais pourquoi il coupe la parole?
Voilà, c'est qu'il rentre, il est contaminé. Alors je dis pas que tous les gens qui font ça sont dans le néofascisme, mais ça en participe, ça fait partie de leur technique, je dirais. Ça ne veut pas dire que cette technique est... Après il y a le boycott, évidemment, ou la censure, purement et simplement. Hein. Bah, en cas de censure, de liberté d'expression, moi je suis pour une liberté d'expression totale, sauf les idéologies interdites, comme le nazisme précisément. Hein, mais je suis pour une liberté de parole totale. Sinon, si on n'a plus la liberté d'exprimer, mais qui va dire ça on a le droit, ça on n'a pas le droit? Il faut que ça soit clairement répertorié et que ça soit forcément limité. Ça ne peut pas être l'intégralité du spectre, comme c'est si mal décrit justement dans la loi, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. C'est très insuffisant, parce que justement on permet de contourner ce fondement fondamental, justement, de la liberté d'expression, mais tout part de là. Si vous ne pouvez pas exprimer vos idées, il n'y a plus de démocratie possible, hein, c'est terminé. Donc la censure, on a un exemple, là c'est, comment il s'appelle, je ne dis pas que je partage ces points de vue, mais je trouve scandaleux qu'on interdise de parole, comment il s'appelle, d'égalité et conciliation, j'ai une mémoire des noms, excusez-moi, comment il s'appelle? Égalité et conciliation, Soral. Il a même été mis en garde à vue, je sais pas. Tout ça parce qu'il a parlé. C'est quoi ça? Après, je sais pas ce qu'il a dit, etc. Mais voilà, à moins qu'il fasse la promotion du nazisme, moi je ne vois pas. Enfin non, pour moi c'est pas recevable. Du nazisme, de l'esclavage ou de ce genre de choses, ou du racisme. Non, ça c'est inacceptable. Oui, absolument. Ces idéologies, mais elles doivent être clairement identifiées et répertoriées. Et en dehors de ça, la liberté d'expression doit être totale. C'est justement ce qui doit être proposé dans la 6e République, dans la Constitution de la 6e République, pour revenir à des choses un peu plus fondamentales et profondes, et qui permettent une vraie vie démocratique, pour le coup. Et le refus de débattre. Donc là, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'entrevue qu'il y a eu, le dialogue qu'il y a eu sur Twitter par rapport au Covid-19 sur le Twitter de ce médecin. Justement, donc je débattais avec une personne, donc après il m'a traité d'extrême droite, puis j'ai voulu lui répondre, ou de fasciste, je sais plus. Non, de monter la haine, je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a bloqué. Vous voyez? Il coupe les ponts. Et ce qu'ils appellent aussi, ils ont un autre terme pour ça, c'est le cordon sanitaire. Et on fait un cordon sanitaire comme si c'était une zone absolument contaminée qu'il ne fallait absolument pas y toucher. Tout cela, en définitive, c'est pour ne pas discuter, pour ne pas débattre. Hein, on regarde qu'il y a une volonté d'occulter, de mettre un couvert sur quelque chose, d'empêcher les gens de discuter. Ça, c'est proprement parlé, si on n'appelle pas ça du fascisme, qu'est-ce que c'est? C'est empêcher les gens de parler, empêcher les gens de s'exprimer. On occulte quelque chose. Pour moi, c'est une définition première du fascisme, ça, justement. On va peut-être avoir un deuxième terme là, pour fascisme, parce que le fascisme fait référence à ce qui se passait dans les années 30. Et en fait, il y a deux aspects dans le fascisme. Mais bon, bref. Pour ça que je préfère le terme de néo-fasciste. Mais même ça, c'est pas encore bien approprié. Il faudrait trouver un terme plus approprié qui au-delà, justement, parce que le fascisme, on pense forcément à l'extrême droite. Et en fait, le fait d'entraver les libertés de cette façon-là, pour moi, c'est ça du fascisme, justement. C'est la première des définitions du fascisme, c'est justement l'entravement des libertés. Et on essaye de le faire, justement, de toutes les façons. Mais de façon, comme ils appellent ça, en soft power. Hein. C'est-à-dire qu'on le fait, mais surtout on ne le dit pas et on ne l'affiche pas. Mais on le fait. Alors, mais au fond, pourquoi il y a cette occultation? Pourquoi est-ce qu'ils ont si peur de discuter? Eh bien, en réfléchissant un petit peu, je dis, mais il faut absolument garder les adeptes loin de raisonnements, en fait, qui pourraient les éveiller à la réalité. C'est ça, le fond du truc. La vraie réalité de pourquoi on met cette occultation, c'est pour justement empêcher le dialogue et empêcher justement que les gens
qui sont rentrés, qui sont adeptes de ces raisonnements, qui sont venus par là peut-être pour d'autres motivations, des motivations sociales par exemple, hein, eh bien, avoir mis tout un corpus idéologique en supplément de cette orientation à la base sociale, par exemple, je ne gagne pas assez d'argent, etc., ou je suis au chômage, et d'avoir travaillé ces personnes-là idéologiquement, et d'en avoir fait des adeptes, mais surtout, si on veut garder ces adeptes, il ne faut surtout pas qu'ils discutent et qu'ils s'éveillent à une autre réalité, à la réalité, tout simplement. Et la réalité à toutes les dimensions de la réalité. Parce qu'on va dire, ah oui, je discutais avec quelqu'un l'autre jour, il disait, oui, il y a une résurgence des néofascismes. Et quand il parlait de violence, etc., il me montrait des images de néofascistes, ce qu'on appelle traditionnellement néofascistes. Pour ça, il faudrait trouver d'autres mots, parce que là, on a un problème de vocabulaire, qui ont des croix gammées, etc., qui eux sont effectivement de la vraie extrême droite, je dirais, des Jean-Marie Le Pen, hein, typiquement. Et même plus à droite que Jean-Marie Le Pen, éventuellement. Mais il oubliait de parler d'autres attentats, d'autres agressions, etc., qui venaient d'autres secteurs. Je pense aux islamistes, par exemple. Hein, voilà. Ou ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, où il y a eu une destruction à l'Arc de Triomphe. Là, on voit bien, justement, la collusion entre Castaner et l'État néolibéral, libertaire, et cette pointe avancée. Qui a fait cette destruction? Qui l'a permis? Qui l'a laissé faire? On voit bien là la collusion entre les Black Blocs, mais qu'ils le fassent de façon consciente ou pas. Pour moi, je pense qu'ils sont pas conscients de ce qu'ils font, en fait. Ils sont instrumentalisés pour une large part. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, parce qu'ils sont instrumentalisés, ces adeptes, qu'il faut surtout les éloigner de la réalité et de toutes les dimensions de la réalité. C'est pour ça qu'on occulte. Il faut surtout occulter pour pas que les gens ouvrent les yeux. Et en fait, c'est une aliénation. C'est une aliénation nouvelle. Et une aliénation, c'est une barbarie. Parce qu'on a mis on met des gens dans une aliénation. Ils n'ont aucun argument. Moi, j'avais regardé une fois un antifa qui essayait d'argumenter sur un blog. Mais ici, il a essayé d'argumenter et son article, c'était plusieurs pages. Il n'y avait aucun argument dedans. Et dedans, il citait juste 2 ou 3 phrases de la personne en face. Mais sur 3 pages, il y avait 0 argument. Mais c'était impressionnant. C'était vide. C'est fou quand même. Et donc, moi je dis, ces gens-là sont aliénés et ils sont dans leur monde, fermés, occultés. Et ça, c'est une vraie barbarie. Parce que dans les besoins de l'âme, le besoin de vérité est un des besoins cités par Simone Veil. Et donc, si on n'est pas dans la vérité, si on se cache la vérité, si on vous cache la vérité, si on vous enferme, qui plus est, dans quelque chose qui est un mensonge, qui n'est pas une confrontation à la réalité, dans toutes ces dimensions, justement, on est aliéné. C'est une définition de l'aliénation. Et ces gens sont aliénés. C'est terrible. C'est terrible, et en même temps, c'est un levier énorme. Parce que quand on est aliéné de cette façon-là, et j'en parle d'autant plus facilement que moi-même, j'ai été victime de cette aliénation. Et donc, je peux en parler. Je peux en parler très bien, justement. Et je sais que c'est un levier énorme, cette aliénation, au final, pour peu qu'on en sorte. Parce que si on sort de l'aliénation, on prend conscience de la réalité et de la vraie réalité, telle qu'elle est réellement, dans toutes ses dimensions. Et là, je peux vous dire que ça vous donne une énergie nouvelle qui est absolument invincible. Parce que c'est de faire rouler, comme ces gens se font rouler, comme les Black Blocs se font rouler, comme des intégristes écologistes peuvent se faire rouler dans la farine, instrumentaliser. Parfois, ils payent chèrement dans leur chair, en plus, ces personnes-là. Et de comprendre un jour qu'ils se sont fait rouler dans la farine, qu'ils se sont fait aliéner par cette idéologie, qui au fond est une idéologie fasciste, si on remonte à l'origine, hein, dans cet individualisme forcené, qui en est la source. S'ils se rendent compte de ça, vous vous rendez compte l'énergie que vous avez de dire, mais on m'a vraiment pris pour un con. Donc là, c'est bien pour ça qu'il faut absolument garder le couvercle.
Si on levait le couvercle, les aliénés pourraient s'apercevoir qu'ils sont aliénés. Alors là, je ne vous explique pas comment ils vont tout leur péter. Hein. Ça, c'est... Ah ben là, ils vont se retourner, mais ça va être un retour de flamme gigantesque. Donc cette aliénation, ce qu'il faut, c'est réussir à en sortir. Et donc, il y a quelques pistes que je peux énumérer pour essayer justement de libérer ces personnes qui sont aliénées. C'est essayer de débattre malgré tout avec elles, dans la mesure où c'est possible, où ils ne ferment pas le rideau, où ils n'ont pas le rideau de fer qui est baissé, puis là, vous ne pouvez pas discuter. Mais c'est de débattre et en restant toujours, tout de moins le plus possible, dans le réel, dans le factuel. Hein. De ne pas partir dans des théories du complot, dans des trucs. Simplement, exposer la réalité, exposer les faits, toutes les dimensions des faits. Et ça, c'est incontestable. Les faits sont têtus, les faits sont durs. Et c'est un argument, c'est une façon, et toujours très calmement, mais les faits, la réalité, les faits. Il faut revenir aux faits, au réel. Et justement, en évitant d'être dans l'émotionnel, parce que eux, justement, ils travaillent que là-dedans, que dans l'émotionnel. Hein, on voit bien, toutes les manifestations qu'on a aujourd'hui, c'est pour faire des diversions, en définitive, pour empêcher les gens de raisonner et de regarder les faits, justement. On les aiguille par les émotions, on les travaille par les émotions. C'est pas un bon moyen de convaincre, parce que c'est justement le moyen qu'utilisent nos ennemis. Alors, attention, pas toujours. Parce qu'il y a quand même, quand il y a des drames, quand il y a des gens qui sont des victimes des barbaries et tout ça, l'émotion, elle existe quand même. Nous sommes aussi faits d'émotions. Mais je dirais, il ne faut pas se l'interdire, mais ça ne doit pas être notre premier argument. Et c'est un argument qu'on doit utiliser, qui doit être présent, mais à bon escient. Attention. Voilà. Parce que avec l'émotion, on peut faire n'importe quoi. Le réel, c'est le factuel. Et puis, il y a autre chose que j'ai découvert récemment. Il faut que je creuse. Hein. Paradoxalement, parce que Georges Gurdjieff, qui est un Géorgien, je crois, et qui a un peu une personne un peu trouble avec les sectes, etc. Bon, bref. Même si eux, il n'est pas trop sectaire. Bon, je ne connais pas suffisamment sa vie, etc. Mais en tout cas, la référence que j'ai trouvée, que j'ai mis là-haut, m'a ouvert les yeux. Et il donne en fait un moyen de sortir de l'aliénation. Et ce moyen est, me semble-t-il, le plus efficace. Et c'est celui qu'il faut suggérer aux aliénés. C'est qu'ils se mettent à méditer, que ces personnes, on leur suggérait de méditer et de laisser leurs pensées occultées, justement. Donc ils occultent sans arrêt, parce que la réalité, ils se rendent bien compte de temps en temps que leur discours, il ne correspond pas à la réalité. Mais aussitôt, ils vont occulter ces pensées-là en se disant « Ah non, parce que ça, c'est pas conforme à la doxa, à ce qu'on m'a appris, etc. Il faut que je l'occulte. » Eh bien, c'est de leur dire « Méditez, ne faites rien, et laissez remonter ces idées, ces pensées occultées, ces faits occultés à la surface. Laissez-les s'exprimer. » Et je pense qu'effectivement, c'est un moyen extrêmement efficace de désaliéner les gens. Justement parce qu'ils vont se remettre à penser normalement, ils vont sortir, mais ça c'est un travail qu'ils font eux-mêmes. Vous voyez, c'est pas quelqu'un d'autre qui leur dit qu'il faut qu'ils fassent comme ça. Non, c'est par eux-mêmes qu'ils se rendent compte qu'ils deviennent non aliénés. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Hein. Puisque moi, c'est un peu comme ça au final, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'apercevoir. Moi, j'étais à la LCR dans ma jeunesse. Et il y avait des choses qui me semblaient bizarres à la LCR. C'est qu'à chaque fois, par exemple, on ne défendait pas vraiment... Enfin, nous, on voulait mettre en place ce qu'on appelait un petit parti d'action, des choses comme ça, ancré justement dans la classe ouvrière. On pensait qu'on était le vrai parti communiste, en définitive, à l'époque. Et à chaque fois qu'on faisait ça, on a fait ça il y a temps, moi j'étais à Rouen, et puis après avec ce qu'on appelait la fraction, eh bien on nous mettait des bâtons dans la roue. Alors, ce qui était complètement contradictoire pour une organisation communiste. Normalement. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui était bizarre. Comment se fait-il qu'on ne veut pas que les gens qui sont les plus ouvriers, je dirais, s'expriment? On veut garder une mainmise, un contrôle intellectuel par le haut sur
sur ça. Déjà, c'était quelque chose que, dans ma tête, j'occultais, mais qui me semblait bizarre. Autre chose aussi, c'est comment se fait-il que les slogans étaient toujours extrêmement gauchistes, or qu'on aurait pu avoir des slogans tout à fait convenables et qui auraient eu un écho dans le combat qu'on menait. Non, c'était toujours des mots d'ordre absolument farfelus, etc. Et ça me choquait. Je me disais, mais comment ça se fait qu'on ne fait pas ça? Voilà. Et j'occultais ça, en fait. Et voilà, au fil du temps, eh bien, c'est remonté à la surface. Toutes ces choses, tous ces faits, justement, qui étaient occultés, eh bien, il faut les désocculter. Et on peut souvent les désocculter, on peut essayer de conseiller, mais justement par un travail personnel. Et donc, à ces aliénés, il faut leur dire, travail personnel et laisse remonter les pensées que tu occultes, laisse-les remonter à la surface. Tu n'as pas à avoir peur de tes pensées. Je pense que c'est un instrument très puissant pour désaliéner ces personnes et les faire revenir dans le réel. À suivre, ce n'est qu'une ébauche, évidemment, et vous imaginez bien que c'est un sujet très important et qui méritera d'être travaillé vraiment. D'ailleurs, si on continue dans cette lignée, bien, il y a Michel Onfray là, qui a donné une interview là, sur le site du Point. Donc là, j'ai mis l'URL, etc. Donc, le gauchisme culturel nous empêche encore de penser. Vous voyez, on est dans le même terrorisme intellectuel, le même fascisme, puisqu'on interdit de penser. Vous voyez, nous empêche de penser. On vous empêche, on vous occulte, on vous empêche de penser. Voilà, on est donc là, je vous encourage à aller voir cette interview sur le Point, bon, avec les références qui vont avec et tout ça. Voilà, on retrouve Foucault, Deleuze et compagnie, les philosophes dont je parlais tout à l'heure. Donc, bon, on est sur la bonne voie, on n'est pas tout seul, hein. Je ne suis pas tout seul à dire ça, on est d'autant moins tout seul que dans mes conseils de lecture, eh bien, je vous invite à lire évidemment de nouveau Michel Clouscar, Néofascisme et idéologie du désir. Lui, il a écrit ce bouquin-là en 1973. Vous vous rendez compte comment il était en avance sur son temps? Ah, il est trop fort, quoi. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est presque facile de s'en apercevoir, mais à l'époque, vous vous rendez compte. Néofascisme et idéologie du désir. Voilà, lui, il est décrit, c'est néofasciste. Voilà. Et donc, je vous invite à lire ce livre, et surtout la première partie, hein, comme je le disais précédemment. Et puis, il y a aussi un autre ouvrage. Bon, là, après, vous pouvez... Là, le frivole, le sérieux, c'est difficile à lire. Je vous encourage à lire la dernière partie du frivole et le sérieux, justement, sur ce qu'il appelle le quartier. Le quartier, c'est justement là où on va trouver tous ces intellectuels, toute cette pensance, capitaliste et néolibérale. Et il dit que même lui, il a peur de s'attaquer au quartier. Lui qui était un petit-fils d'origine très modeste, et qui avait réussi à se hisser à ce niveau de très grand philosophe, on peut le dire sans aucun doute. Il n'osait pas s'attaquer justement à des monuments comme Jean-Paul Sartre, etc. Lui-même il l'avoue dans son livre. Donc il y a dans le dernier chapitre, avant la conclusion aussi est très bien, parce que ça fait partie des... Je vous invite, si vous achetez ce livre, à commencer par la conclusion, parce qu'elle va vous expliquer plein de choses. Et pour une fois, il s'exprime vachement, c'est vachement clair, parce que parfois, c'est pas toujours très clair, faut bien l'avouer. Hein. Et dans la conclusion, parfois, c'est limpide, et là, c'est limpide dans la conclusion. Et le chapitre, le dernier chapitre, où il parle justement du quartier de Saint-Germain-des-Prés, Montmartre, etc., où se concentre justement tout ce nœud intellectuel, où devient toute l'origine de toute cette idéologie. Hein. Donc ça, c'est très important, et donc ça remonte là. Donc ces deux lectures que je vous conseille vraiment, si vous voulez vraiment rentrer dans le sujet, plus en profondeur que je peux le faire dans ces émissions. Deux autres lectures, une première en anglais, désolé, c'est une des dimensions de la barbarie qui arrive, c'est au sujet justement de l'arme nucléaire, et notamment de son importance pour les États-Unis d'Amérique. Et du danger
qu'il y a à une guerre nucléaire dans les années qui viennent. Ce danger n'a jamais été aussi grand depuis très longtemps. Il était très grand à la sortie, juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est sans doute le moment où il a été le plus dangereux. Justement parce que les USA avaient l'arme nucléaire et pas l'Union soviétique encore à l'époque. Après, il y a eu l'équilibre des puissances qui s'est établi. Mais là, on est en train de détruire justement tout ce qui avait été construit pour le désarmement, la limitation de l'armement nucléaire. Et on est vraiment dans une phase dangereuse. Je pense qu'un jour, je ferai une chronique des barbaries là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous guette vraiment, surtout nous en Europe. Vraiment. Autre livre, alors c'est un livre que je n'ai pas lu, hein, donc là je vous le conseille sur des références que j'ai pu trouver. C'est un livre que je n'ai pas lu. Les crimes de l'OTAN, c'est quelque chose que je n'ai pas lu aussi. J'entends souvent par exemple dire les Russes par exemple sont des vilains bonhommes, etc. Ils font... Bien, regardez les crimes de l'OTAN, vous allez voir que ceux qui dominent le monde et qui mettent le monde à feu et à sang, bah, c'est pas forcément justement, et là on est vraiment dans l'idéologie néofasciste, parce qu'on détourne complètement le réel. Et bien là on va revenir sur justement quelle est la réalité de ce qu'est l'OTAN et des guerres qu'il mène, hein, en notre nom en plus. Hein. Voilà. Donc ça c'est pareil, ces deux livres-là, je ne les ai pas lus, donc, mais bon, je pense que c'est des pointeurs intéressants. Alors, on va arriver, bon, une petite rubrique barbarie bourgeonnante. Bon, ça peut paraître un peu amusant, mais bon, au-delà de l'anecdote, je pense que c'est très significatif. Donc il y a Porrentruy, qui est une ville suisse, qui a donné un arrêté, qui a émis un arrêté pour sa piscine municipale. Donc maintenant, seules les personnes résidentes en Suisse sont autorisées à entrer dans l'enceinte de la piscine municipale. Et vous savez pourquoi? Eh bien, il y a un employé qui le dit. Tout va mieux à la piscine sans les fauteurs de troubles français. Voilà la qualité dans laquelle nous sommes tombés. Nous sommes les fauteurs de troubles par rapport aux Suisses, qui eux ont le RIC, etc. depuis des années, hein, qui eux expérimentent justement une société avec différentes populations allemandes, françaises, enfin de langue allemande, de langue française. Je crois qu'il y a 2 langues allemandes en plus, c'est pas tout à fait les mêmes, avec 4 langues différentes. L'Europe ferait bien de s'inspirer du modèle suisse, c'est certainement intéressant. Et donc voilà la qualité dans laquelle nous sommes devenus des fauteurs de troupes, et depuis qu'ils ont interdit l'avenue des Français dans cette... Alors pas de ceux qui sont en vacances régulières, mais ceux qui viennent comme ça, parce que c'est une ville frontalière de la France. Bien voilà où nous en sommes dans notre pays. Bon. Hommage à une victime de barbarie qui a été rendue par une centaine de personnes qui se sont recueillies donc en silence mercredi 5 août devant le domicile de Simone Briodo, octogénaire, 85 ans je crois, qui a été tuée chez elle il y a 2 semaines. Une information judiciaire pour meurtre aggravé a été ouverte. Voilà. Donc les chroniques de barbarie d'aujourd'hui s'achèvent. Donc on va prendre un peu de vacances bien méritées, je crois quand même, jusqu'à la rentrée en septembre. Donc pas de mercredi de l'espoir mercredi prochain, pas de chronique des barbaries. Restez quand même à l'écoute de la page, parce qu'il y aura peut-être des publications quand même, et notamment pour savoir quand les émissions vont reprendre. Et puis on prépare des choses pour la rentrée de toute façon, hein. Et puis, bah, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'il ne faut pas continuer de vous inscrire et de vous engager, parce que sans vous, rien ne sera possible. Et puis, on continuera de sombrer dans la barbarie et personne n'y échappera.
Je vous souhaite à tous, à toutes, de bonnes vacances et je vous dis à bientôt à la rentrée de septembre. Au revoir.